Bonjour à tous, je suis Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco Economic Board, entité dédiée au développement économique de la Principauté et qui intègre la Chambre de commerce de Monaco. I now briefly switch to English for our friends in India. Hello, my name is Guillaume Rose. I'm the Bonjour, CEO je suis Guillaume Rose, je suis le directeur exécutif de Monaco Economic Board, celle qui est en charge du développement économique de la Principauté de Monaco, et ça inclut la Chambre du commerce. Bienvenue à cette mission virtuelle. Vous pouvez activer l'interprétation en appuyant sur le bouton approprié. Appuyez sur l'anglais pour écouter en anglais. Merci beaucoup. Pour nos interlocuteurs francophones, sachez que la présentation de nos intervenants indiens sera traduite simultanément de l'anglais vers le français. Pour accéder à la traduction simultanée, merci de cliquer sur la sphère en bas de votre fenêtre Zoom et de choisir l'option français. Avec l'ensemble de mes équipes ainsi que de notre bureau de promotion de la Principauté de Monaco en Inde, je vous souhaite la bienvenue à cette émission économique en Inde. Organisée sous l'égide de l'ambassade de Monaco en Inde, en partenariat avec l'ambassade de l'Inde en France et à Monaco, et en collaboration étroite avec la Chambre de commerce et d'industrie France-Inde, la CCI de France-Inde, cette émission s'inscrit pleinement dans le précédent déplacement du Monaco Economic Board à New Delhi, réalisé dans le sillage de la visite officielle de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain en février 2019. Nous étions alors accompagnés d'une trentaine d'acteurs économiques monégasques, tous ravis de cette prise de contact et de la découverte de ce pays unique qu'est l'Inde. Aujourd'hui, cette émission est bien sûr organisée dans un contexte particulier, mais les intentions de collaboration économique sont tout aussi fortes. La pandémie qui a mis le monde à l'arrêt à partir de mars 2020, un an maintenant, continue de sévir. Néanmoins, l'Inde est un des premiers pays à repartir de l'avant et s'attend à une croissance à 2 chiffres cette année 2021. Elle a d'ailleurs attiré plus d'investissements directs d'étrangers en 2020 qu'en 2019, une très belle performance. Avec ses plus de 1,3 milliard d'habitants, la 6e puissance mondiale possède une population jeune, hautement qualifiée, ainsi qu'un immense marché intérieur et une influence économique et diplomatique croissante. Cette émission se déroulera en 2 temps. Elle débute donc par ce forum ouvert à tous les acteurs économiques qui veulent mieux connaître les opportunités offertes par l'Inde. Un forum qui va se dérouler sous forme de présentation macroéconomique et d'exposés consacrés à des secteurs d'activité en pleine expansion, notamment les services financiers, l'innovation dans son ensemble, en particulier bien sûr le digital, les énergies renouvelables et le négoce dans les matières premières. Merci de noter que durant la session plénière, nous collecterons les questions du public auxquelles nous répondrons ultérieurement avec la Chambre de commerce France-Inde. Ainsi, nous vous invitons à utiliser le chat en mode privé pour nous faire parvenir vos éventuelles questions. N'oubliez pas de préciser vos coordonnées en même temps pour que nous puissions vous répondre et puis éventuellement pour que nous puissions vous contacter un petit peu plus tard. À l'issue de ce forum économique, débutera la deuxième partie de cette émission, une séquence de rendez-vous B2B sur mesure pour les adhérents du Monaco Economic Board qui s'y sont inscrits, avec des entrepreneurs indiens ciblés avec l'aide de nos partenaires. Mais pour commencer, je tiens à saluer chaleureusement notre panel d'intervenants, à commencer par son Excellence, M. Jawed Ashraf, ambassadeur de l'Inde en France et à Monaco, qui nous fera l'honneur d'ouvrir ce forum économique en prononçant le discours d'ouverture dans quelques instants. Bonjour Excellence et merci d'être parmi nous. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous l'ambassadeur de Monaco en Inde, son Excellence M. Patrick Médecin, qui va prononcer lui aussi quelques mots de bienvenue. Bonjour Excellence et merci d'être parmi nous. Bonjour Guillaume et heureux d'être parmi vous aussi. La parole sera ensuite donnée à M. Sumit Anand, président de la CSI France-Inde et fondateur et directeur de Inside Growth Partners, partenaire du Monaco Economic Board sur cette émission. Nous entretenons d'excellentes relations de travail avec l'IFCCI et je tiens à remercier M. Anand et son équipe pour cette collaboration remarquable. Bonjour M. Anand. Bonjour Guillaume. Heureux d'être là et félicitations pour cette émission. Merci beaucoup. Ce forum s'adresse bien entendu également aux entrepreneurs indiens qui participeront au rendez-vous B2B de tout à l'heure. À leur intention, mon directeur adjoint Justin Hyman présentera avec brio les atouts de la principauté et notamment son attractivité économique. Bonjour Justin. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Place ensuite au zoom sectoriel indien.
Nous vous ferons découvrir l'environnement économique et plus particulièrement l'aspect financier de l'Inde. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Aymeric de Reynis, qui est le vice-président de la CCI France-Inde de Mumbai et qui est aussi responsable pays senior du Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en Inde. Bonjour, Monsieur de Reynis. Bonjour à tous. Nous poursuivrons ensuite sur une thématique chère à la principauté de Monaco, qui est l'innovation. Cette présentation sera assurée par Madame Souad Tanfi-Chancel, qui est la directrice générale exécutive de Link Innovation. Bonjour, Madame Tanfi-Chancel. Bonjour, Guillaume. C'est un honneur d'être parmi vous. Merci. Merci à vous. Alors, un autre secteur tout aussi important à Monaco et qui se développe en Inde, ce sont les énergies renouvelables. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur José Ignacio Sansaiz, président pays de Total Inde. Il est aussi vice-président de la chambre Gas, Renewables and Power de cette même société. Bonjour, Monsieur Sansaiz. Bonjour, Guillaume. Enchanté d'être avec vous. Encantado también. Nous finirons cet aperçu sectoriel avec les matières premières, secteur qui est également important à Monaco, car même si la principauté ne dispose pas de ressources naturelles propres, elle possède en revanche de nombreuses entreprises performantes dans le négoce, que ce soit dans l'agroalimentaire, les métaux, notamment l'or, ou encore dans le secteur pétrolier. C'est encore un interlocuteur de qualité qui va nous en parler, Monsieur Thomas Chérian, Managing Director de Tata Steel Mining. Bonjour, Monsieur Chérian. Hello, Guillaume. Hello, everybody. Nice to be here. Thank you. Bonjour, Guillaume. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous. Terminons ce e-forum économique par un mot de conclusion de Madame Payal Escanois, directrice générale de la CCI France-Inde, dont je salue une fois de plus le formidable travail pour l'organisation de cette émission économique. Bonjour, bonjour. Bonjour Guillaume, merci beaucoup. Ravi d'être avec vous et de voir cette belle collaboration entre la CCI France-Inde et le Monaco Economic Board. Merci. Qui vous doit beaucoup. Donc, merci beaucoup vraiment d'être là. Enfin, je souhaite aussi remercier quelqu'un qui, depuis des années, représente la principauté en Inde, mais s'est aussi donné aux Monégasques le goût de ce merveilleux pays. Je veux parler de mon ami, M. Rajiv Nandia, du bureau de promotion de la principauté de Monaco en Inde, pour sa précieuse aide dans le montage de cette émission. Merci, Rajiv. Merci d'être là. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à son Excellence, M. Jawed Ashraf. Excellence, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous de Paris. Bonjour à ceux qui sont en Inde. C'est un plaisir à nouveau de rencontrer Guillaume Rose, son Excellence, M. Patrick Médecin, Justin Hyman et bien sûr Payal Sunit. On ne s'est rencontrés que virtuellement ces derniers mois. Je suis ravie d'organiser avec vous cette mission virtuelle entre Monaco et l'Inde. C'était un privilège pour moi que d'être à Monaco la dernière fois pour présenter ma lettre de créance à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II en personne. Il a une grande vision. Il a un programme qui voit vraiment l'avenir de manière pionnière, notamment lorsqu'il s'exprime aux forums internationaux. Alors, concernant l'Inde, il n'y a pas tant de choses qui sont connues. La principauté, ce qu'on sait, c'est que c'est 2 kilomètres et pourtant, le rayonnement de Monaco est partout dans le monde entier. En termes d'innovation, on voit que c'est une priorité. J'ai visité les sociétés technologiques de Monaco et j'ai pu être le témoin avec Madame Janta de tout ce qui se passe, la biodiversité, la blue economy également, l'écologie marine, l'énergie propre sont des priorités importantes. Le sport aussi, pas seulement à cause du Grand Prix à Monaco, mais également, en général, on voit un renforcement des capacités, on voit également des sociétés prospères dans l'environnement et on a vraiment un ressenti que cet endroit a les yeux du monde et est vu par le monde entier également. Il y a les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs hommes d'affaires du monde qui sont à Monaco. J'ai vu aussi le private label de Monaco. Je n'ai pas activé encore la carte.
mais il y a des centaines de millions qui sont contenus dans ce programme. Quand je regarde et je pense à Monaco, du point de vue indien et du point de vue des opportunités d'affaires, c'est une passerelle pour l'Europe et l'Afrique pour nous. Cet emplacement géographique est très bon, c'est très bien desservi également par avion, par bateau. La technologie et l'innovation sont au cœur également de l'économie et sont prospères. C'est naissant, mais tout de même en pleine prospérité. Et j'en étais le témoin puisque j'ai visité ces sociétés-là. Et donc, c'est un bon moyen pour être une porte d'entrée, pour pénétrer ensuite le marché européen. Et après le Brexit, je pense qu'on va rééquilibrer le marché et Monaco aura certainement son rôle à jouer. Enfin, en termes d'accès au capital, il y a très peu d'endroits où on peut être autant en mesure d'attirer des investisseurs, d'attirer des financements avec des personnes dotées de capital investissement de très haut niveau. Donc, c'est une source d'opportunités considérable pour les startups, pour les sociétés technologiques, pour les grandes sociétés. Et je pense que c'est donc un tremplin. Monaco est un tremplin pour le marché européen et c'est un environnement extrêmement profitable. On peut y vivre également très bien au quotidien, mais également pour faire affaire. Je pense que dans l'ère post-pandémique, nous voyons que nous refaçonnons complètement le monde des affaires. Il y a un rééquilibrage qui se fait, il y a une diversification qui s'opère en raison de la situation géopolitique, mais également les conséquences économiques, les risques de concentration également qui sont apparents à la suite de la pandémie. Et du coup, l'attention de l'Inde est plus importante, mais aussi parce qu'il y a des réformes importantes qui ont lieu en Inde. Le Premier ministre de l'Inde a notamment vu que cette crise est une opportunité en s'appuyant sur les jeunes pour pousser davantage vers des réformes importantes pour également la logistique, la fabrication. Tout change le paysage économique indien. Et lorsqu'on parle du secteur agroalimentaire ou des usines, de la production, l'Inde va devenir une source de plus en plus importante, non seulement en matière de ressources naturelles, certes, mais des minerais pour toute extraction de carrière, mais pour Monaco et les sociétés à Monaco, je pense que vous devez voir l'Inde non seulement comme une source de ressources, une source de matières premières, mais également de la fabrication complexe et aguerrie. Nous avons également de l'innovation à la pointe du jour en termes également d'intelligence artificielle et des zones comme la VTech et la technologie toute technologie pour la gestion de la politique publique, également pour l'énergie propre. J'ai été très impressionnée quand j'ai vu la mission à Monaco et ce qu'ils font. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous tous avec la voie qui s'ouvre en matière de technologie propre. Il y a aussi des missions en haute mer qui a été notamment lancée dernièrement. Dans les zones d'énergie propre, nous allons atteindre nos objectifs de 175 mégawatts par 2022. Nous essayons d'atteindre 225 et d'atteindre un tiers de 450 bientôt. Et ça, ce sera l'objectif en fin de course. Et je pense que nous allons même dépasser notre objectif et nos engagements dans le cadre de la Convention de Paris pour passer justement des combustibles
fossile à une énergie complètement propre. Donc, la transition énergétique dépassera très certainement nos attentes, et ça pour préparer l'avenir, pour passer donc développer nos technologies, changer notre manière de produire et passer ainsi à l'énergie propre. Également, dans les soins de santé, l'Inde, vous l'avez vu, a été en mesure de fournir des vaccins à 71 pays. Et ça, c'est en ligne avec nos ambitions en matière d'aider notre programme de vaccins interne. On a 3 millions de vaccinations. C'est le chiffre qu'on a atteint hier. Et ça, ce sont des opportunités importantes pour l'avenir. Donc, il y a les océans également. C'est une priorité pour nous, la Blue Economy et les missions corollaires. Cela ouvre des opportunités d'affaires significatives. Mais il y a aussi tout ça qui va définir le paysage économique de l'avenir. Ceux qui seront prospères à l'avenir seront ceux également qui seront les plus concurrentiels. Les opportunités doivent se créer en investissement, en technologie, en énergie propre. Il faut avoir une attitude de pionnier pour ouvrir la voie. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est que lorsqu'on pense à la France et à l'Inde, et on voit beaucoup d'échanges entre l'Inde et la France en matière d'affaires, on essaye d'amener aussi des délégations à Monaco pour ce faire. On voit les sociétés monégasques et les leaders qui vont ensuite à Paris pour avoir des opportunités importantes d'affaires à Paris et lorsqu'elles sont de grande taille. Et donc, c'est une bonne chose de pouvoir forger des partenariats d'ores et déjà avec vous tous. Je suis enthousiaste de cette mission virtuelle et je me réjouis d'avance de pouvoir venir en présentiel parmi vous à Monaco. Bienvenue à tous. Je suis ravie de voir qu'il y ait autant de personnes qui soient présentes à cette mission et je vous souhaite un bon séminaire. 82 personnes inscrites, donc c'est un véritable succès pour notre webinaire. Alors maintenant, j'aimerais passer la parole à son Excellence, Monsieur Patrick Médecin, ambassadeur de Monaco en Inde. Bonjour à tous et bienvenue à tous les connectés. Je tiens à vous féliciter et le Monaco Economic Board, vous-même, Guillaume Rose et votre équipe, tout comme l'Indo-French Chamber of Commerce, son président Semitanand, sa directrice générale Payal Kanmoir, et bien entendu tous les collaborateurs de chaque côté, pour votre initiative d'organiser aujourd'hui, étant donné les circonstances, cette mission économique particulière en ligne. Je suis heureux aussi, Monsieur l'ambassadeur Jawed Ashraf, que vous avez eu des premiers contacts récemment, vous l'avez rappelé, c'était simplement le 26 novembre dernier, jour de la remise de vos lettres de créance au prince, et vous avez émis le souhait de rencontrer les dirigeants du MEB, et je suis heureux qu'on ait trouvé une concrétisation rapide par l'événement d'aujourd'hui de cette volonté de développer des échanges de part et d'autre. Je souhaite la bienvenue à tous les participants connectés de par le monde et aussi à divers points d'Inde. J'espère que les discussions qui vont avoir lieu conforteront votre goût d'entreprendre et bien entendu les activités de vos entreprises. Quelques sociétés monégasques avaient été précurseurs en s'implantant près de Chennai ou en développant un courant d'affaires avec l'Inde, pays qui était déjà en plein développement au début des années 2000. Cependant, les échanges entre l'Inde et la principauté de Monaco n'ont véritablement développé qu'en 2007, à la suite de la décision du prince Albert II d'établir des relations diplomatiques entre la principauté et l'Inde avec échange d'ambassadeurs. Lors de sa venue en principauté le 11 septembre 2009, le premier ambassadeur d'Inde à Monaco, son Excellence Rajan Matai, fit une présentation des opportunités qu'offrait son pays devant un parterre
de chefs d'entreprise monégasques. Un accord d'échange d'informations en matière fiscale fut ensuite signé à Monaco le 31 juillet 2012. La mission économique organisée par le MEB en février 2019, Guillaume Rose l'a rappelé, et qui a accompagné la première visite officielle du prince Albert II en Inde, a concrétisé cette volonté réciproque de franchir une nouvelle étape. Je ne peux d'ailleurs qu'être satisfait que les entrepreneurs monégasques interrogés après leur retour aient considéré cette mission comme l'une des plus fructueuses pour eux dans le questionnaire d'évaluation que leur proposa alors le maire. Les premiers résultats concrets se firent d'ailleurs sentir dès les premières semaines qui suivirent la mission, avec la signature d'accords de partenariat entre entreprises indiennes et monégasques. Cet élan fut malheureusement interrompu en 2020 par la pandémie de Covid-19 qui obligea les pays à fermer leurs frontières, entraînant là même une importante diminution des échanges et l'annulation ou le report de nombreux projets et événements. Nous l'avons expérimenté à Monaco comme en Inde. Si les mesures prises dans nos pays pour lutter contre la pandémie de Covid restreignent encore aujourd'hui les possibilités de déplacement et freinent le développement des affaires, le moment me semble néanmoins particulièrement bien choisi pour reprendre nos échanges et pour permettre à nos entreprises de nouer de nouveaux partenariats. En effet, du côté indien, les autorités ont récemment levé de très nombreuses restrictions entravant les déplacements et en mettant en œuvre une campagne active de vaccination s'appuyant, Monsieur l'ambassadeur l'a rappelé, sur des capacités de production de vaccins parmi les plus importantes au monde, permettent d'envisager l'avenir, bien entendu, avec un grand optimisme. L'OCDE vient d'ailleurs de revoir à la hausse les perspectives de croissance du PIB de l'Inde qui devrait progresser de 12,5% cette année environ, une des plus fortes, ou pour ne pas dire la plus forte croissance des pays au monde. À Monaco, grâce à des mesures sanitaires adaptées à la taille du pays et décidées par le gouvernement princier, et il faut le souligner, particulièrement bien suivi par la population, un second confinement a pu être évité. L'ouverture des restaurants le midi, tout comme l'organisation d'événements culturels et sportifs avec distanciation sociale, est effectif, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans les autres pays européens voisins, faisant de Monaco une particularité. Le gouvernement monégasque, par des mesures économiques de soutien aux entreprises saluées par ses dirigeants, a sauvegardé l'activité et l'emploi de très nombreux secteurs d'activité, même si certains continuent, bien entendu, malheureusement à souffrir. Enfin, étant donné que près d'un quart de la population de la principauté est vaccinée à ce jour, il est possible d'envisager l'avenir avec optimisme, en permettant le retour des contacts en présentiel bientôt. Il est temps, je crois, maintenant de laisser les représentants de l'IFKI, du MEB et les panélistes nous permettre d'approfondir nos connaissances et à nos entrepreneurs par des échanges avec leurs homologues, de découvrir de nouvelles potentialités de développement. Mais je voudrais en conclusion vous dire que soyez tous convaincus, chers entrepreneurs, que nous partageons avec Monsieur l'ambassadeur, l'IFKI et le MEB, la même volonté d'efficacité pour vous aider à nouer des partenariats gagnant-gagnant. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour ces mots. Je vous remercie parce qu'effectivement, l'Inde est un pays avec lequel nous avons vraiment, je pense, un avenir.
Alors, je vais maintenant appeler Madame Sumit Anand, Monsieur Sumit Anand. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Bienvenue aux Excellences. Jared Ashraf, ambassadeur d'Inde en France et à Monaco. Son Excellence Patrick Metzin, ambassadeur de Monaco en Inde. Au nom de la Chambre franco-indienne du commerce, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les membres, tous les invités et participants distingués pour cette première mission virtuelle organisée en collaboration avec le Monaco Economic Board. Cette mission est organisée sous l'égide de l'ambassade de Monaco en Inde et de l'Inde en France et à Monaco, avec le bureau de promotion de la principauté. J'espère que vous êtes tous en bonne santé, que cette année n'a pas été trop difficile pour vous, pour vos familles, vos proches et vos sociétés. Nous l'espérons, l'ère de la pandémie commence à aller un petit peu derrière nous. Nous savons qu'en Inde, on va pouvoir aller mieux. Les vaccins commencent à se multiplier et nous devrions être optimistes et en mesure d'oublier cette pandémie, de pouvoir se retrouver à nouveau, de voyager. Nous sommes ravis de pouvoir organiser cette mission virtuelle aujourd'hui et de nous donner l'opportunité de créer des échanges entre nos deux pays. En tant que président de la Chambre de commerce franco-indienne, nous sommes en mesure de forger des partenariats avec le Monaco Economic Board. Quand Son Altesse Sérénissime est venue nous voir en 2019, nous avons pu être en mesure d'avoir une délégation de chefs de société qui est venue et je vous remercie pour vos mots de cordialité, Monsieur Metzin. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette mission aujourd'hui, pour pouvoir rapprocher nos deux pays et les sociétés qui les composent. Je remercie Bael Commun et Justin Hyman pour les efforts déployés dans le cadre de cette mission. Et merci à Guillaume Rose, mon ami, pour avoir jeté les fondations de cette relation aussi fructueuse. Pour nous, c'est un honneur d'être là pour la première fois en présence des ambassadeurs des deux côtés. Si je peux dire, ceux qui connaissent M. Metzin connaissent son engagement et sa passion pour représenter Monaco en Inde, sa volonté de connaître les Indiens, la communauté indienne, et de connaître également les moyens de pouvoir ériger des passerelles entre les deux pays. C'est un moment spécial pour nous de vous avoir à nos côtés, Excellence, et nous sommes ravis de votre soutien. Il y a également Son Excellence Jawed Ashraf et sa volonté de créer aussi des liens entre la France et l'Inde, mais aussi entre Monaco et l'Inde. Ses rôles, ses fonctions antérieures à des niveaux les plus élevés au niveau diplomatique lui permettent encore plus de nous aider. Je voudrais vous adresser mes plus vifs remerciements pour votre aide. Il y a une étape, un jalon qui a été franchi, comme vous le savez. Je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur Metzin, pour cette étape qui a été franchie, pour pouvoir forger des relations entre ces deux pays de manière unique, parce qu'ils sont très différents les uns des autres. Un est le deuxième État le plus petit du monde et l'autre est le deuxième État le plus grand du monde. Donc, comment peut-on être aussi différent que ça? Et pourtant, il y a des similitudes, comme il a été dit par M. Ashraf. Nous sommes très ouverts, très diversifiés et en même temps, nous souhaitons l'intégration de tous. Et c'est pour ça que nous sommes bien différents, mais en même temps, on peut aussi travailler main dans la main dans bien des domaines. Et il y a aussi des domaines clés dans lesquels nous pouvons travailler ensemble, sous l'égide de M. Ashraf notamment. On se concentre sur l'environnement, comme cela a été dit. Tous les deux pays, nous avons à cœur la protection de l'environnement, sous l'égide de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, avec sa fondation. Notre Premier ministre également de l'Inde a également manifesté son vif intérêt pour la protection de l'environnement et a créé aussi des organisations bilatérales pour la protection de l'environnement. Et nous sommes aussi des champions de la Terre, également à ce domaine. Mais également pour les sociétés. En termes de négoce et d'investissement, ça c'est au cœur de nos pays, de nos histoires. Monaco
peut être une passerelle internationale pour l'Europe, comme M. Ashraf l'a indiqué. Et en Inde, l'Inde peut être également un tremplin pour Monaco parce que nous sommes la 6e économie du monde. Et puis, on se concentre ensemble sur l'environnement et sur les affaires avec l'INTEC notamment. Je sais qu'il y a des sociétés monégasques qui participent à la mission d'aujourd'hui et qui se concentrent sur ces technologies. Et je suis ravie que nous puissions nouer des relations pour l'avenir ensemble. En Inde, comme vous le savez, nous avons besoin d'un environnement plus sain. Nous rencontrons des défis importants au quotidien et nous devons surmonter ces défis et nous devons surmonter ces obstacles par la technologie. Je vous souhaite à tous une matinée fructueuse ou un après-midi fructueuse selon l'heure à laquelle vous êtes, selon le fuseau horaire. Il y a le vice-président Frédéric Régnier, Henrik Régnier parmi nous, qui est également au Crédit Agricole. Nous avons José Ignacio Sanchez, qui est le président pays de Total en Inde et qui a un chiffre d'affaires considérable en Inde et un des plus grands au cours des dernières décennies et qui a beaucoup travaillé dans le gaz, mais aussi dans les énergies renouvelables. Et également, nous avons des sociétés les plus connues, notamment le président du Tata Group, Thomas Cherian. Et, plus important pour moi, Swad Tenfish Ansel. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'il faut l'oublier. Au contraire, elle est plus importante, c'est l'avenir de tous les pays. Elle dirige un incubateur d'entreprises important avec Link Innovation. Et je pense que nous pourrons apprendre beaucoup de choses à ses côtés. Nous pourrons faire également accomplir beaucoup grâce à elle. Donc, je me réjouis d'avance de ces B2B meetings que nous allons avoir et j'espère qu'il va y avoir des actions concrètes qui vont naître de ces entrevues. Et je vais donc maintenant donner la parole à Justin et je vous remercie à tous pour avoir organisé cette mission virtuelle avec nous. Merci beaucoup. Merci pour ces allocutions d'ouverture importantes. Le temps nous manque, donc je vais commencer avec un petit film de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Whether under the sea in a tropical reef, in the depths of a luxurious primary forest, or on a continent covered by ice. An ecosystem is made up of a set of complex and connected interactions. In the economic field, we also talk about the ecosystem when organizing an environment which benefits all its stakeholders. The Principality of Monaco is a perfect example. Its success and achievements are based on several factors. First of all, our political regime, the constitutional monarchy, brings the stability and the time needed to enable projects and ideas to come to fruition. Our liberal vision of the economy, coupled with an effective social model, supports prosperous and harmonious development. Thanks to rigorous and dynamic management of our financial resources, our country has no public debt and has a constitutional reserve fund, guardian of its independence, which provides protection in the event of a financial crisis. This allows for the implementation of a development policy and strategy which stimulate investment and encourage innovation. Our diversified and balanced economy is successful and internationally oriented. But progress only has meaning if it is sustainable. This concern is at the heart of my actions, both as head of state and as president of my foundation. Almost 140 nationalities benefit from an exceptional environment, a local atmosphere and well-being which makes the Principality a unique place to live. This commitment reflects the very nature of our city-state, its human dimension.
Donc, merci à tous encore une fois pour ces premiers discours. On va passer maintenant à la présentation économique de la principauté que je partage sur l'écran. Je pense que vous voyez tous les slides. Nous venons de voir donc notre film et nous passons donc sur les slides. La première sur, bien sûr, quelques faits et chiffres et le fait que nous avons une identité spécifique et tout à fait unique. Mais comme vous le voyez, et comme on l'a déjà dit, malgré sa petite taille de 2 km², Monaco reste un pays très dynamique, où le français est la langue officielle, mais nous avons également beaucoup de personnes qui parlent l'italien et l'anglais. Monaco est également membre de nombreuses organisations, comme vous pouvez le voir sur cette slide, depuis 1993 des Nations Unies et membre du Conseil de l'Europe depuis 2004. Et même pour la petite anecdote, l'idée de la création d'Interpol est née lors d'un premier congrès international de police judiciaire, ici à Monaco, en 1914. Maintenant, un autre attrait important et facteur d'attractivité de la principauté en termes de business est sa population cosmopolite. En effet, quelques 140 nationalités sont représentées ici. Une particularité mais un atout également pour les entrepreneurs qui souhaitent embaucher des personnes de tous les horizons. Les ressortissants, comme vous pouvez le voir, monégasques, sont de 9300 personnes ici à Monaco, soit un peu moins du quart. Les deux autres nationalités importantes sont les Français et les Italiens. Notez également que d'après l'INSEE, notre institut national, nous avons également une quarantaine d'Indiens résidant ici à Monaco. Voilà, pour le business, quelque chose de très important que je pense son Excellence, M. Ashraf, a mentionné, c'est l'emplacement stratégique de Monaco au sein de l'Europe, mais au sein également du bassin méditerranéen et ce qu'on appelle la MENA region, la Middle East North African Region, qui nous donne la possibilité de faire du business très rapidement avec toutes les capitales européennes en moins de 2 heures, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Mais aussi également plus loin, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'aéroport international de Nice, qui n'est qu'à 7 minutes en hélicoptère et une vingtaine en taxi ou en train, nous offre un accès vers la plupart des villes européennes, mais aussi plus loin. Comme vous pouvez le voir sur la carte, nous sommes reliés quotidiennement à New York en 8 heures. Rio de Janeiro, il faut passer par des escales, mais nous sommes également nous sommes qu'à 12 heures du Brésil. Mais plus important, sur le Moyen-Orient, des lignes directes sur Dubaï et Doha tous les jours. Et depuis l'année dernière, également une ligne directe sur Pékin. Tout business model repose sur une certaine stabilité et nous avons la chance ici d'avoir une stabilité politique, et nous verrons dans les slides suivantes également économique, exceptionnelle, tout en gardant une puissance discrète, un soft power reconnu dans le monde entier. L'histoire qui la lie au Grimaldi dure depuis des siècles, comme vous pouvez le voir dans la première slide, depuis 7 siècles exactement. Les règnes des Grimaldi se fondent sur un système de monarchie héréditaire et constitutionnelle. Et cette politique exceptionnelle du pays est d'autant plus remarquable que le monde devient de plus en plus complexe et changeant. Monaco reste un pays tout à fait souverain et indépendant, ouvert sur le monde et exerçant une influence internationale grâce notamment à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et à son père, le Prince Régnier III. Nous avons également ici un autre facteur d'attractivité fort, c'est la sécurité. Nous avons en effet une sécurité des biens des personnes. Vous allez voir également dans les slides suivantes celle des données, la data, qui est vraiment primordiale. Les policiers, comme vous pouvez le voir sur la statistique, sont au nombre de 1 pour 70 résidents, mais plus important, ils accueillent et offrent une assistance aux touristes et aux résidents quotidiennement. Nous avons également un système de CCTV, de caméras qui permet d'effectuer une surveillance très étroite de la principauté, ce qui en fait une ville très sûre, probablement la plus sûre au monde. Et non seulement nous sommes un business hub, nous pouvons également dire que nous sommes un safe hub.
Revenons à l'économie. Et en effet, l'économie repose sur des fondations très saines, et ce depuis des décennies. Les princes de Monaco ont toujours veillé à un équilibre du budget. Monaco n'a pas de dette et ses fonds de réserve sont équivalentes à 4 années de dépenses publiques, dont 2 en liquidité. Et cette stabilité a permis à Monaco de traverser des crises et des périodes difficiles, comme celle dans laquelle nous sommes en train de vivre. Monaco ne disposant pas de ressources naturelles propres, comme nous l'avons déjà mentionné, le gouvernement s'efforce chaque année non seulement d'atteindre un équilibre budgétaire, et depuis certaines années, bien sûr, pas l'année dernière ni cette année, à avoir des excédents, et surtout, elle dépense plus de 30% chaque année en moyenne dans les infrastructures et les équipements, et ce depuis presque un demi-siècle, et ce pour aussi garder justement une économie de qualité, mais surtout un pays avec des infrastructures modernes et de très haut niveau pour accueillir de nouveaux résidents, mais également de nouvelles entreprises. Quelques faits et chiffres également macroéconomiques qui surprennent toujours. Monaco, malgré sa petite taille, comme nous l'avons mentionné, bénéficie quand même d'une économie diversifiée, comme nous allons voir dans le slide suivant, mais surtout en plein essor, avec une croissance, si on exclut l'année dernière, de plus de 5% en moyenne sur les 6 années précédentes. Monaco est également l'un des PIB par habitant les plus élevés au monde, avec juste au-dessus de 75 000 € par personne. Mais plus important, c'est donc l'écosystème local d'entreprises et d'entités ici qui exercent des activités internationalement. Nous sommes vraiment une plateforme de business internationale avec plus de 5000 sociétés, 5500, pardon, qui emploient plus de 56 000 personnes. Et ça, c'est juste le secteur privé. Si on regarde localement, si on se compare à des bassins d'emploi proches, nous sommes le plus grand bassin d'emploi dans la région, avec plus de 55 000 emplois. Juste pour donner une idée, Sophia Antipolis, qui est une des technopoles urbaines les plus importantes d'Europe, ne possède que, entre guillemets, 35 000 emplois. Et Nice, la ville à côté, la 5e ville de France, ne possède qu'à peu près 25 000 emplois. Donc, vous voyez un écosystème riche en entités, en emplois, en diversité également. En effet, les gens pensent souvent à Monaco pour son secteur financier et son tourisme, mais il y a de nombreux autres secteurs et ça se voit également dans la délégation d'aujourd'hui dans cette émission économique avec l'Inde. Nous avons des sociétés dans des niches tout à fait impressionnantes. Voici des piliers, comme vous pouvez le voir sur cette charte, de l'économie monégasque. Bien sûr, il y a la construction et l'immobilier qui pèse à eux deux presque 20%. Nous avons également, bien sûr, ce qu'on appelle les services donc aux entreprises qui représentent quasiment 18%, mais qui incluent les services aux entreprises, tout ce qui est corporate service providers, les services légaux, consulting, mais aussi tout ce qui est activités scientifiques et de R&D. Un autre secteur que nous avons déjà mentionné, mais qui est primordial aujourd'hui, c'est le négoce, qui ne cesse de croître et qui est très importante ici. Nous avons des très belles sociétés familiales, des PME internationales, des PMI qui développent beaucoup de choses dans le négoce international de ressources naturelles, de produits électriques, d'agroalimentaire, de textiles. Et je sais que ça, avec l'Inde, c'est peut-être un créneau qu'il faut qu'on travaille. Un autre secteur, un autre segment d'activité que nous souhaitons développer depuis 2 ans maintenant avec le programme Extend de Monaco dont je vais parler, c'est ICT que vous voyez là. Donc, tout ce qui est communication technologie qui est à 5% aujourd'hui, mais nous pensons que ça va se développer très vite grâce au programme dont je vais vous parler et qui est également très important en Inde. Donc, tout ce qui est lié à l'innovation et nous y croyons énormément pour le développement économique du pays. Juste un mot sur l'import-export. Comme vous le savez sûrement, l'Europe reste de loin pour Monaco le principal partenaire commercial. Et au sein de l'Europe, c'est surtout la France et l'Italie qui ressortent, mais nous avons également beaucoup de liens avec le Benelux, la Suisse, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Si on regarde les autres régions d'Europe, vous pouvez voir que les partenaires commerciaux les plus dynamiques restent l'Afrique et l'Asie. Voilà pourquoi je voulais également inclure cette slide. C'est sur la transition numérique. On peut dire que Monaco opère une transformation numérique globale en ce moment qui contribuera en effet au développement futur économique de Monaco,
car c'est le seul moyen d'aller au-delà de l'étroitesse du territoire. On a déjà mentionné Monaco Tech, mais nous pensons également que cet incubateur accélérateur récemment créé, parrainé par l'État monégasque, va donner de jeunes pousses, de jeunes entreprises innovantes qui pourront justement développer de nouvelles compétences et de nouveaux talents sur notre territoire. Ce programme, donc Excel de Monaco, mis en place il y a presque 2 ans, est un plan en quelque sorte de relance par le numérique, dont l'objectif est d'utiliser cette technologie comme moteur de croissance. Nous avons eu aussi récemment la mise en place de la 5G et nous étions fiers de l'annoncer en 2019, le premier pays au monde d'avoir la 5G sur tout le territoire. D'autres faits importants, c'est donc le changement législatif pour accueillir des projets de blockchain, de token, d'ICO. Nous sommes également très fiers d'avoir introduit septembre dernier une possibilité de coding pour tous les étudiants à partir de 6 ans, justement pour avoir ces nouveaux talents du futur dans le numérique, dans le digital, formés sur place. Et cette année, nous avons également initié le lancement du cloud numérique avec une e-ambassade au Luxembourg pour notre data, pour être aussi un des pays les plus sécurisés au monde en termes du numérique, et non seulement des biens et des personnes. Et d'ici la fin de l'année, nous espérons également avoir la fibre dans tout le pays. Nous ne pourrions conclure sans parler de transition énergétique, qui reste également une priorité du gouvernement princier sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Nous souhaitons vraiment baisser les émissions, bien sûr, de CO2 de 55% d'ici 9 ans par rapport à 1990. Nous soutenons tout ce qui est projet énergie renouvelable et d'éco-mobilité. Donc, nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir des intervenants de très haut niveau sur ces segments. On peut dire déjà que Monaco, non seulement a vacciné un quart de sa population, mais surtout un quart de son énergie ici à Monaco est produite grâce à des solutions durables, à savoir notamment des pompes à chaleur et de l'énergie solaire. Ma dernière slide concerne des projets structurants, des grands projets d'infrastructure ici à Monaco, qui illustrent justement que nous avons une réelle vision pour l'avenir. Dans le yachting, un secteur clé également, où nous allons lancer cet été, un tout nouveau port à 15 minutes de Monaco en bateau à Vintimille, juste sur la frontière franco-italienne, qui va permettre de booster le tourisme, mais également le secteur du yachting qui est très important ici à Monaco. Nous souhaitons vraiment devenir la capitale du yachting dans le monde dans un avenir proche. Un autre grand projet dont je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler est Mare Terra, un projet de construction sur la mer qui va donner lieu à plus de 60 000 m² de résidentiel haut de gamme d'ici 2025. Un écoquartier, parce qu'il y aura également beaucoup d'espaces verts sur plus de 6 hectares. Donc au niveau du Grimaldi Forum, si vous connaissez bien Monaco, et au niveau de l'Arvoto et du Grimaldi Forum. Une autre priorité du gouvernement que je n'ai pas mentionnée, mais qui est très importante pour l'attractivité du pays, c'est la santé. Et nous sommes en train de reconstruire sur le site actuel un tout nouveau hôpital, tout en gardant les opérations actuelles, qui s'appelle le Centre hospitalier Princesse Grace et qui sera l'un des hôtels les plus modernes d'Europe d'ici 2026-2027. Et un dernier projet juste à côté de nous, car nous sommes basés à Fontvieille, un nouveau centre commercial en 2027-2028, comme vous pouvez le voir, en intégrant beaucoup d'espaces verts, car bien sûr, l'environnement reste également une priorité pour nous à Monaco. J'ai fait très vite car le temps nous est compté. N'hésitez pas à revenir vers nous suite à ce webinaire pour nous poser des questions sur l'économie, sur nos membres du Monaco Economic Board, sur une éventuelle implantation sur Monaco. Merci encore pour votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup, Justin, de cette présentation de la Principauté de Monaco. Et je passe maintenant la parole à M. Aymeric de Régny. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureux de
dire quelques mots sur l'économie indienne et puis la situation post-Covid. Le constat général, c'est qu'on a quand même une bonne performance globale de l'économie indienne. On a certes un PIB qui s'est contracté de l'ordre de 8% l'année dernière, mais comme il était dit en introduction, le rebond escompté est de l'ordre de 11 à 12% pour l'année qui vient. Et je dirais qu'on peut expliquer ça par deux choses. D'abord, le train de mesures les mesures qui ont été initiées par le gouvernement au cours des dernières années. Je vais y revenir. Et puis la deuxième chose, c'est la réactivité du gouvernement et de la Banque centrale à la suite de cette pandémie. Alors pour le train de mesures, je vais juste mentionner quelques-unes des mesures importantes parce que ce sont un petit peu les fondations de l'économie indienne aujourd'hui. Et un chiffre pour vous donner quand même la mesure des améliorations, eh bien, c'est la progression de l'Inde dans le classement, le Doing Business de la Banque mondiale. L'Inde était placée au 142e rang sur 190 pays en 2014. Elle est aujourd'hui au 63e rang. Donc, ça donne un petit peu la mesure des avancées et de la progression du pays. Alors, dans les mesures, je ne vais pas toutes les énumérer, mais on peut quand même citer la loi sur les faillites de 2016, qui encadre un petit peu tout ce que les faillites et la solvabilité des entreprises. La loi concernant les taxes, la Goods and Services Tax de 2017, c'est un peu l'uniformisation et la simplification des taxes au niveau des États notamment. Les mesures qui encadrent les investissements directs étrangers, on va y revenir, c'est un élément important, ils sont aujourd'hui très significatifs, j'en dirai un mot. Et puis, plus récemment, en 2019, la décision du gouvernement d'abaisser l'impôt sur les sociétés qui était de 30%, il a été abaissé à 22%, et il peut être réduit à 15% pour les sociétés manufacturières, pour les sociétés qui s'installent en Inde. C'est un des taux les plus bas, finalement, en Asie, donc c'est quand même une mesure importante qui a été mise en œuvre. Donc voilà quelques-unes des initiatives menées au cours des dernières années. Et comme je le disais, le deuxième facteur qui explique la bonne performance de l'économie indienne, eh bien, c'est globalement la réactivité et la proactivité à la fois du gouvernement et de la Banque centrale. Suite à la pandémie du Covid, et dès le 26 mars 2020, le gouvernement, la ministre des Finances, a annoncé un plan de relance significatif de l'ordre de 260 milliards de dollars pour l'Inde. Donc, vous voyez, ça a été extrêmement rapide. Et la Banque centrale, la RBI, a mis en place un certain nombre de mesures qui ont assuré la liquidité du secteur financier et puis qui ont promu le crédit pour les banques. Le taux directeur a été abaissé, il était de l'ordre de 6% avant la crise, il a été abaissé progressivement, et donc à 4% aujourd'hui. Le reverse repo, si vous voulez, le taux reverse repo est de 3,35 aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une forte réactivité de la Banque centrale. Et puis, la même Banque centrale a mis en œuvre un moratorium pour les entreprises qui en faisaient la demande, c'est-à-dire elles ont pu différer le paiement de leurs intérêts et du principal sur une période donnée. L'inflation au cours de la période qui vient de passer de l'année dernière a été globalement sous contrôle, autour de 4,6% pour l'année 2020. L'inflation est estimée à peu près à 6% pour l'année qui vient, en 2021, et de l'ordre sera à peu près, selon les estimations, de l'ordre de 5% en 2022. Voilà, c'est simplement pour un ordre de grandeur. Je citais les investissements directs étrangers. Alors, c'est pour l'année dernière, le montant des investissements directs étrangers en Inde a été de 57 milliards de dollars. C'est extrêmement significatif, d'autant que c'est un des deux pays pour lesquels ce montant a cru. Le deuxième pays, c'était la Chine. Ils ont augmenté, les investissements directs étrangers ont augmenté de 4%, mais en Inde, ils ont augmenté de 13%. Donc, ça retranscrit l'appétit et l'intérêt des investisseurs étrangers pour les opportunités de cette économie indienne. Et ça a entraîné d'ailleurs une augmentation des réserves en devises du pays. Ces réserves sont aujourd'hui de 585 milliards de dollars. Donc, elles ont augmenté assez significativement l'année dernière.
Un mot sur la roupie. Donc, si on regarde, bon, en gros, si on regarde le couple roupie-dollar, on est dans un corridor depuis 2 ans qui oscille entre 74 et 76,9. Donc, il n'y a pas une dépréciation de la roupie, si vous voulez. Au contraire, ce matin, elle était à 72,4 contre le dollar. Donc, en gros, une roupie qui reste assez stable par rapport aux autres devises et qui est plutôt, dont les anticipations sont plutôt à l'appréciation dans un avenir relativement court. Un mot également, quand je parlais de la réactivité, la proactivité du gouvernement, ça s'est retranscrit dans le budget, de l'Union Budget qui a été publié là, en février, au début février. Un budget qui est un budget de relance en quelque sorte, hein, et qui a été bien apprécié à la fois par les marchés et les analystes. C'est un budget qui est marqué par de forts investissements dans certains secteurs, notamment l'infrastructure, la santé, les transports. Alors, je peux pas mentionner toutes les opportunités parce qu'il y a énormément évidemment d'aspects, mais c'est un budget de relance, donc il favorisera un certain nombre d'investissements et on en voit déjà les effets pour nous, banques ici, avec des projets qui se mettent en place dans le cadre de ce budget. Alors, c'est un budget qui prévoit un déficit budgétaire de l'ordre de 9,5%. Bon, c'est assumé. Comme je disais, c'est une volonté évidemment de relance de la part du gouvernement, mais qui, encore une fois, comme je disais, a été fortement apprécié par les marchés. Le budget prévoit également, et c'est important de le mentionner, la privatisation de certaines entités publiques, notamment la privatisation de 2 banques publiques. Il y a de l'ordre à peu près 12 banques publiques en Inde. Donc, il y a une tendance à la privatisation d'un certain nombre d'acteurs publics. La création également ce qu'on pourrait appeler une bad bank qui regrouperait et consoliderait les actifs dépréciés de certaines banques publiques. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La recapitalisation, là aussi, des banques publiques à hauteur de 2,7 milliards de dollars, si mes souvenirs sont bons, mais ça fait suite à un certain nombre d'initiatives dans ce sens qui ont été prises depuis plusieurs années. Donc, ces banques publiques sont en cours de recapitalisation, mais ce n'est pas nouveau. C'est un phénomène qui a été initié et qui, depuis quelques années, et qui va certainement durer. Également, on aura ce qui a été annoncé, c'est l'introduction en bourse de la Life Insurance Corporation of India, la LIC, donc une grosse société d'assurance, et puis l'ouverture du capital des compagnies d'assurance. Donc cette ouverture possible maintenant à hauteur de 74% pour les investisseurs étrangers. Autrefois, c'était uniquement 49%. Donc là aussi, des opportunités pour des acteurs internationaux de pouvoir profiter de la croissance du secteur des assurances en Inde. Il y a énormément de potentiel dans ce domaine-là. Et puis, on a, comme je disais, d'autres privatisations qui sont en cours. Je ne peux pas toutes les nommer, mais on peut quand même citer Air India, BPCL. Voilà, c'est quand même une tendance à la privatisation de certaines entreprises publiques. Voilà, je pense, qui est louable. Et puis, globalement, on a une volonté et puis des mesures qui encadrent le développement du secteur financier, la mise en place d'une plateforme offshore dans le Gujarat, où un certain nombre de banques ont déjà établi des filiales, un peu dans ce qui s'est fait, similaire à ce qui s'est fait à Dubaï. Aujourd'hui, si vous voulez, le secteur financier, en un mot, je ne veux pas être trop long parce que je pense que le temps est compté, mais comme je le disais, il y a à peu près 12 banques publiques, il y a 22 banques privées, il y a 47 banques étrangères. Donc, il y a un secteur financier qui est extrêmement développé, et qui fonctionne de mieux en mieux, je dirais, hein, parce que l'encadrement par la Banque centrale est bien mené. Je pense que, et d'ailleurs on le voit, le taux des créances douteuses était un élément important. Il a été de l'ordre de 8% en 2020. On estime que ce taux pourrait augmenter, c'était les prévisions de Standard & Poor's, que ce taux de NPL pourrait augmenter à 11% à la suite des effets de la crise Covid. Mais il est quand même bien encadré et on l'a vu dans la gestion par la Banque centrale de la situation difficile de la Punjab National Bank ou de Yes Bank.
Bon, ça a été finalement assez bien géré par la Banque centrale. Ces banques-là ont été reprises par des banques publiques ou réintégrées au sein d'autres banques publiques, et sans heurts et sans dommages pour les déposants, pour les clients de ces banques-là. Donc, plutôt une bonne gestion de la part de la Banque centrale. Je pense qu'un des challenges pour l'avenir, c'est l'encadrement plus strict des non-banking financial corporations, toutes ces institutions financières non bancaires qui sont ont un rôle important en Inde. Leur encadrement est en cours de renforcement, je dirais, de la part de la Banque centrale. Et là aussi, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà, quelques éléments donc sur l'environnement des affaires en Inde. Pour les entreprises monégasques qui souhaitent s'implanter, la plupart des banques ici vous accompagneront volontiers. En ce qui concerne le Crédit Agricole, on connaît bien Monaco parce qu'on a une de nos filiales s'appelle le Crédit Foncier de Monaco, qui est un acteur important, je crois, à Monaco. Et donc, si vous êtes client du Crédit Foncier de Monaco, sachez qu'on peut vous accompagner ici parce qu'on a un pôle d'accompagnement à l'international dont le but est justement d'accompagner les entreprises de taille moyenne ou grandes entreprises ou petites entreprises, mais d'accompagner les clients du groupe dans le réseau international. Voilà, mais c'est le cas aussi pour toutes les autres banques. Donc, vous bénéficierez en Inde d'un secteur financier très développé et des conditions d'ailleurs de financement local souvent plus avantageuses que les taux qu'on peut avoir même en Europe. Donc voilà, quelques mots sur l'économie indienne et puis je serai très content de répondre à vos questions si vous en avez dans la session de Q&A. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Derény, pour ce panorama tout à fait complet et intéressant de l'économie indienne. Je tiens à préciser que le CFM, le Crédit Foncier Monaco, est une des banques les plus respectées de la place monégasque. C'est une banque qui est établie depuis déjà un certain temps et qui fonctionne extrêmement bien. Donc, je vous remercie et nous serons avec vous, bien sûr, pour les questions. Alors, j'appelle maintenant, s'il vous plaît, Madame Tanfiche Ansel, qui va nous parler un petit peu des startups et de tout ce monde qui pousse très, très fort en Inde. Madame Tanfiche Ansel, s'il vous plaît. Merci, Guillaume. Écoutez, good afternoon. Good afternoon to everyone and bonjour. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais juste partager mon écran et vous faire une petite présentation du système, de l'écosystème des startups. Ça, c'est moi. Qui suis-je? Je suis PDG de Link. Je vais présenter Link. Je suis également conseiller du commerce extérieur en français et coprésident de la French Tech Bangalore. C'est une mission du gouvernement pour aider les startups à créer des réseaux. Link, c'est un hub d'innovation pour l'ère numérique. Nous sommes en Inde depuis 2015. Nous avons des partenaires de grande envergure pour les aider à opérer leur transition énergétique et être flexibles pour créer une culture de l'entrepreneuriat et des applications. On a commencé simplement en tant qu'accélérateur avec des startups et aujourd'hui, nous avons des programmes d'innovation pour les startups avec nos partenaires. Je voudrais passer en revue avec vous ces 5 aspects de l'écosystème des startups indiens. D'abord, un aperçu, puis nous allons réfléchir aux tendances les plus marquantes. Ensuite, nous allons parler des tendances en termes de financement de cet écosystème. Ensuite, on va parler de certains secteurs d'activité, notamment capital investissement, qui sont très propices pour les investissements. Et ensuite, on va parler donc des défis de poursuite d'activité. L'Inde, c'est le 3e écosystème de start-up mondial, avec plus de 60 000 start-up dans différents domaines. Depuis 2015, les Indiens ont développé énormément de start-up. Il y a plus de 50% d'augmentation d'une année à l'autre. Il y a plus de 55 milliards en termes d'estimation. Il y a 38 unicornes. Ensuite, on a plus de 520 incubateurs d'entreprises. Donc,
En 2020, ça a été une année très difficile, comme on le sait tous, avec l'écosystème, mais on voit également la résilience de l'économie inde. Donc, il y a eu plus de 10 000 startups en 2020, malgré tout. En plus, il y a eu des licornes qui ont été ajoutées en 2020. Ensuite, 5 000 startups ont été rajoutées, ont été closes depuis 2015. Et puis, il y a eu plus de 135 groupes mondiaux qui ont collaboré avec des startups indiens. Après, il y a eu plus de 300 investisseurs institutionnels actifs. 60% des investisseurs étaient également actifs en 2019. Et 9,3 milliards ont été mobilisés en 2019. Donc, on voit que l'écosystème est diversifié de l'Inde, mais aussi du monde entier. On peut voir certaines startups, Sequoia, qui sont mondiales, par exemple. Il y a des organisations gouvernementales comme Matic, avec le METI Startup Hub. Et puis, au niveau de l'État, MSIS, Maharashtra, toutes ces sociétés jouent en fait un rôle important dans la création de hubs. Ensuite, il y a des accélérateurs. Il y a des sociétés qui ont créé leur propre accélérateur en Inde. Ces programmes ont pour but d'ouverture en fait de startups grâce à l'innovation. Voyons maintenant les tendances clés qui montrent aujourd'hui vraiment les forces et les atouts. D'abord, c'est une tendance mondiale, c'est l'accélération de l'économie numérique. En 2020, on a une adoption de nouveaux systèmes. La plupart des secteurs ont accéléré leur transition numérique à cause de la pandémie. La maturité de ces sociétés a donc augmenté de manière vertigineuse. Donc, il y a plus de 270 millions qui ont augmenté. Ensuite, il y a une transition également dans le manuel de création de fondation de ces sociétés. On a vraiment une facilité. Ça a changé complètement l'état d'esprit de ces fondateurs. Et donc, en fait, les règles du jeu sont complètement en train de changer. La donne change en termes d'expérience, de frugalité, d'expansion mondiale. Ce sont vraiment les clés de succès d'aujourd'hui. Et puis, la technologie dite deep tech est en train vraiment de s'enraciner très loin. Ça évolue beaucoup et ça fournit des opportunités énormes pour cet écosystème. Ils utilisent de plus en plus de deep tech justement pour accélérer, augmenter, diversifier leurs solutions. Et donc, leur mise à l'échelle est bien plus rapide que toutes les autres. Ensuite, l'Inde, c'est la maison de ces sociétés uniques qu'on appelle unicorn. Et ça a ajouté en fait le plus de sociétés d'entreprises en démarrage spécialisées dans les nouvelles technologies non cotées que nous pouvons avoir. Ils sont centralisés toutes sur ces nouvelles technologies d'ailleurs. Ensuite, la cinquième tendance qui s'inscrit, c'est l'engagement des investisseurs. Quand les investisseurs baissent en 2018, il y a quand même beaucoup d'activités. Et petit à petit, il y a une reprise d'investissement. Comme vous pouvez le voir, 90% des investisseurs de 2019 sont actifs en 2020. 56% des sociétés de capital investissement reprennent également. Nous avons, quand nous pensons aux startups, on pense aux hubs, n'est-ce pas? On pense de Mumbai, de Delhi. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est une nouvelle tendance et ça, je pense que ça fait partie également de cette nouvelle numérisation à travers l'Inde, mais aussi dans les zones urbaines, mais périurbaines également. Nous voyons de plus en plus de startups qui s'élargissent et qui s'éloignent de ces hubs de startups. Et ça, c'est une bonne opportunité
pour l'ensemble du pays. La dernière tendance clé, il s'agit donc de la participation d'entreprises régulières. Ils ont compris des opportunités qu'offre l'Inde parce que c'est un bassin de talents. Il y a plus de 135 grandes sociétés qui s'investissent activement dans ce domaine. Il y a beaucoup de programmes qui ont augmenté de manière significative. Et petit à petit, on voit déjà une reprise, en fait. Ce qu'on a besoin de voir en termes de transformation numérique, la due diligence, la vérification raisonnable devient la norme également pour tous ces investissements. Donc, quand on parle de tendance de financement avec la COVID et le confinement, de nombreuses transactions se sont réduites de manière importante au cours du deuxième trimestre, mais on voit une reprise plus importante, plus rapide en 2020 et on retourne maintenant aux chiffres en matière de financement du premier trimestre de 2019. 44% de tous les investissements ont été faits dans les hautes technologies financières. Ça a fourni de grandes opportunités et ça a été mu également par la nécessité imposée par la pandémie. Je voudrais vous parler de quelques secteurs et prenez-en bonne note. EdTech, FinTech, le commerce électronique et SaaS. En 2020, il y a 2,2 milliards qui ont été mobilisés. Ça signifie que l'argent va continuer à affluer dans ce secteur. Ensuite, la technologie financière aussi. Les paiements virtuels, les instruments vont augmenter à travers tout le pays. Et donc, ça signifie que ces sociétés de technologie financière vont commencer à sous-tendre la croissance économique. Ensuite, ce qu'on appelle SaaS, qui va vraiment également surfer sur la vague de la numérisation. Donc, c'est dans certains, vous connaissez peut-être Druba, etc. C'est les logiciels services, ce dont on parle. Et puis, en matière de transition en ligne, il va y avoir beaucoup de commerce encore plus parce que ça a développé ce qu'on a vu, tous les utilisateurs et tout le monde a pris à bras le corps ces opportunités qui se sont présentées avec le commerce en ligne. Donc, pour parler de la participation, d'un point de vue des grands groupes, c'est clair. Nous voyons les tendances depuis 2015, en fait. Les grandes sociétés, les grands groupes qui ont l'habitude d'avoir leur système, leur service administratif en Inde ont compris que l'Inde, c'est un bassin de talents en technologique et qui est unique au monde. Et il y a un moyen frugal de créer de l'innovation. Et ça, c'est ce qui place l'Inde comme l'endroit où il faut être pour pouvoir créer de l'innovation. Et donc, il y a beaucoup de participation des grands groupes de manière différente dans l'innovation, dans l'acquisition des startups, dans les investissements directs. Et c'est vraiment, ça a pignon sur rue. Et je voudrais également parler de cette... L'Inde a ajouté en fait le deuxième plus grand nombre de licornes en 2020 après les États-Unis. Ce n'est pas seulement résilient, mais en fait, elle n'est pas du tout fragile. Beaucoup apprennent en fait de la crise, s'améliorent et font leurs preuves envers et contre tous. Et l'écosystème indien est donc une source d'opportunités importante et réelle, tangible pour le monde entier. Je vous remercie et j'ai ainsi fini ma présentation. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci de cette présentation qui a été, je pense, extrêmement intéressante. On sent que l'innovation
C'est vraiment le point fort de l'Inde. C'est très, très intéressant. Je pense de notre côté que M. Lionel Galfray de Monaco Tech a dû apprécier énormément cette présentation et je le salue et j'espère que c'est le début de quelque chose d'intéressant. À présent, nous allons parler d'énergie renouvelable et je souhaite la bienvenue à M. José Ignacio Sanzais qui va nous présenter un petit peu ce qui se passe en Inde de ce côté-là. Là aussi, ça bouge beaucoup. Merci Guillaume. Thank you very much for the invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter notre position sur le marché indien. On a dit qu'on investit plus de 3 milliards dans le gaz et les énergies renouvelables ces derniers temps. Et les gens me demandent, mais pourquoi vous investissez autant en Inde maintenant? Eh bien, commençons par dire que l'Inde, c'est un grand pays, très peuplé. C'est le deuxième pays le plus peuplé du monde aujourd'hui. Et dans certaines années, ce sera certainement le pays le plus peuplé du monde. Mais la consommation d'énergie est bien plus petite que les autres par tête, quand on parle par tête. Et donc, si l'on met en rapport ces chiffres, cela montre aussi la croissance économique importante de l'Inde. Pardon, mais c'est gelé. Je crois que nous avons un petit problème de connexion. Oh, allô? Allô? J'en suis désolé. Je pense que José Ignacio connaît un souci de connexion. Allô, allô, vous m'entendez? Alors, peut-être, José Ignacio, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Je vous entends bien. Nous avons l'image figée. Ah, je vous entends très bien. Alors, nous essayons de réparer le problème. Alors, en attendant qu'on puisse réparer ce problème, peut-être on va laisser José Ignacio travailler sur sa connexion Internet. Je pense que le mieux est de passer à l'intervenant suivant. Et l'intervenant suivant va être M. Thomas Sherian. Vous m'entendez? Thomas Sherian de Tata. S'il vous plaît. Merci, Thomas. Yes, please. Yeah, yes. Yeah. Hello, everyone. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Mes excellences, les ambassadeurs, Guillaume et tous les délégués qui nous ont rejoints. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous lors de cette réunion. Je vais vous parler du commerce de matières brutes, puisqu'en termes de ressources minérales de l'Inde, et ce qui pourrait être utile pour Monaco. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est un conflit d'intérêts standard. Et donc, il n'y en a pas. Donc, voici les 3 domaines que je vais évoquer dans les 10 minutes que je vais passer avec vous. D'abord, il s'agit du statut des matières brutes en Inde, ce qui est produit, ce qui est disponible. Ensuite, il y a le potentiel d'échange, puisque je ne sais pas quels sont les minéraux dont a besoin Monaco, mais je vous donne une idée de ce qui est disponible et j'essaie également de faire le lien entre vous et certaines des entreprises de négoce présentes en Inde que vous pourrez contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et ensuite, je vais conclure avec une diapo sur mon entreprise, donc Tata Steel Mining. Next, please. Donc,
Ici, on voit un petit peu le portrait du secteur des minerais en Inde. L'Inde produit environ 95 minéraux, 4 qui sont liés au combustible, 10 minéraux métalliques, 23 minéraux non métalliques et 3 minéraux atomiques et 55 minéraux mineurs. Donc, nous avons un nombre très important de minéraux qui sont produits et négociés. L'Inde a également beaucoup d'autres ressources minérales qui sont en cours d'exploration. Donc, dans les années à venir, nous aurons encore plus à vous proposer. Si on regarde notre classement global, nous sommes 3e en termes de production de l'acier et pour la minerai de manganèse, on est classé 3e au monde. On va augmenter d'ailleurs cette production. Donc, le chromate d'aluminium, on est également un grand producteur. Et pour le chromate, je peux dire que mon entreprise est également impliquée dans ce secteur. 93% du chromate de l'Inde se trouve dans une petite région qui s'appelle la vallée de Sukinda, où nous avons des mines d'extraction. Donc, voici une vision d'ensemble de notre production et négoce de minerais. Si vous regardez à gauche, la valeur totale de minerais produits est d'environ 32 milliards. Et si on regarde les minerais principaux, la majorité est le minerai de fer, avec ensuite la manganèse, le chromite, le bauxite, etc. Si on regarde la valeur des exportations, on exporte environ 30 milliards de dollars de minerais. Donc, la majorité est représentée par les diamants. Et l'importation de minerais vers l'Inde, comme vous le voyez, il y a environ 186 milliards de dollars, dont plus de 100 sont des produits pétroliers, puisque l'Inde est un grand importateur de produits pétroliers. Diapo prochaine, s'il vous plaît. Donc, deuxième partie, quelles sont les opportunités de négoce? L'Inde a de nombreux partenaires à travers le monde. Et donc, l'économie reprend depuis la pandémie de COVID. L'année dernière, il y a eu une baisse sans précédent de près de 8%, mais l'économie est déjà revenue. Et nous avons retrouvé la trajectoire prévue et nous espérons que dans les années à venir, voir une belle croissance. Par rapport à la facilité de travailler avec l'Inde ou de négocier à travers les frontières, to 68 in last year. So that is... Donc, le classement de l'Inde a augmenté. On est classé maintenant 68e. Par rapport aux chiffres, le temps nécessaire, la conformité des documentations, etc., on voit qu'on est aux alentours de 50% et même la conformité a vu le temps nécessaire baisser ainsi que le coût. Donc, l'indice de performance et logistique de la Banque mondiale montre que l'on a réduit le temps de gestion des transportations d'environ 50%. Et donc, on peut importer et exporter des matières, des minéraux de par le monde. Voici juste pour vous donner une idée des 4 grands minéraux qui sont disponibles et que l'on peut exporter. Je ne vais pas parcourir les chiffres, mais de manière générale, en termes de la production, on voit la production à gauche et qui sont les acteurs en Inde. Donc, les acteurs dans les minéraux spécifiques,
Cette présentation sera partagée avec vous et vous pourrez retrouver ces entreprises donc, et les contacter si vous souhaitez avoir davantage d'informations. On peut également faciliter ce lien. Et nous avons un classement significatif pour ces minéraux, comme vous le voyez à droite. Prochaine diapo. Ici, j'essaie de vous montrer quelques-unes des entreprises gouvernementales qui font partie du paysage de négoce des minéraux. Ces références seraient utiles pour ceux qui recherchent quelque chose de particulier. Le plus grand, c'est MNTC, Metals and Minerals Trading Operation, qui existe depuis plus de 50 ans maintenant et qui a un chiffre d'affaires significatif d'environ 24 000 millions de roupies. Ensuite, on a State Trade Corporation of India qui a également un chiffre d'affaires important. The Project and Equipment Corporation s'occupe de l'importation des matériaux bruts industriels. Excusez-moi, mais l'image est figée. Nous avons perdu l'image. Et nous en avons un autre qui s'appelle MSTC, qui a commencé comme entreprise de recyclage des métaux. Et aujourd'hui, il y a une plateforme de commerce importante où il y a la mise en enchère de blocs de minerais. Et donc, c'est MSTC qui accueille cette plateforme. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voici une diapo sur mon entreprise, Tata Steel Mining, puisqu'on joue un rôle important dans l'industrie de l'acier. Et en 2020, comme vous le voyez, il y a eu une transition en Inde qui a commencé avec la vente de droits des minéraux pour une période de 50 ans. Et nous avons obtenu 3 mines de chromite qui étaient vendues aux enchères. Et ensuite, on travaille sur l'acier inoxydable. Et nous avons des clients en Asie et en Europe. Et nous cherchons à être la compagnie d'extraction minière la plus respectable de l'Inde et nous allons faire de notre mieux pour servir les clients très importants à travers le globe. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous et je serai très heureux de répondre à vos questions. Guillaume, you're on mute. Guillaume, over to you. Pardon, excusez-nous, un petit problème de micro qui est intervenu. Donc, nous allons revenir à M. José Ignacio Sanchez si nous arrivons à avoir, bien sûr, de nouveau la connexion. Merci, Guillaume. Désolé pour le technical glitch. Ça arrive dans les événements live. On espère que ça va tenir maintenant. So, I was saying, why is Total investing heavily in India now in terms of natural gas? En termes de gaz naturel, d'énergie renouvelable, pourquoi l'Inde est un endroit important? Parce que c'est la deuxième population la plus importante du monde. Ce sera la première dans quelques années, mais la consommation par tête est bien en dessous de la moyenne mondiale. Et puis, il y a une croissance importante. Avec la pandémie, nous allons avoir une croissance à 2 chiffres. Et ce sera la même chose pour l'énergie. Ce qui est important, c'est que cette demande en énergie doit être satisfaite. Et son Excellence, M. Ashraf, a mentionné notamment la volonté des gouvernements indiens, des autorités indiennes, de respecter les engagements qui ont été souscrits lors de la COP21, de réduire en fait les gaz à effet de serre. L'ambassadeur a mentionné que l'Inde veut appréhender cette augmentation en promouvant également les énergies renouvelables et de passer à 450 gigawatts d'ici quelques années. Il y a un autre objectif, il s'agit du gaz naturel. C'est une bonne transition, c'est un domaine de transition pour passer des combustibles aux non-combustibles. Ça permet d'avoir moins d'émissions que le pétrole ou le gaz. Et le gaz naturel donne 6%, on est aujourd'hui dans la matrice d'énergie et ça va doubler
à 15% d'ici 2030. En plus de cela, il y a de nombreuses initiatives qui sont déployées, comme le biogaz. Et il y a une mesure d'incitation importante de la part des gouvernements du gouvernement pour pouvoir développer des projets en cette matière. Et des budgets sont débloqués en la matière. Il y a des missions nationales pour l'hydrogène également qui a été lancée. Et on doit souligner l'importance de cette mission. Il n'y a pas si longtemps, l'Inde a lancé une mission nationale pour les énergies renouvelables. Et nous avons vu où nous en sommes maintenant grâce à cette mission. Donc, cette mission de l'hydrogène va jouer un rôle important dans le marché indien dans les années à venir. Il y a quelques jours, à Delaware, il y a eu une conférence. Il y a M. John Gary de l'administration de Joe Biden a mentionné le rôle clé que l'Inde va jouer sur l'échelle mondiale en matière d'énergie renouvelable. Donc, qu'est-ce qu'une société comme Total peut faire? Qu'est-ce que nous faisons? D'abord, il faut reconnaître que l'année 2020 a été un point de bascule important. Il n'y a plus de retour en arrière avant la pandémie. La pandémie a ouvert une tendance qui était déjà à ses balbutiements. Et puis, il y a une exigence de la part de la société. Le changement climatique doit être adressé une bonne fois pour toutes. Et en même temps, en tant que société énergétique, nous devons fournir de l'énergie au monde parce que le monde n'a jamais connu autant de croissance économique finalement et il faut fournir tout le monde. Donc, comment pouvons-nous fournir davantage d'énergie, mais avec moins d'émissions? Parce que c'était notre ambition chez Total. On a dit qu'on veut avoir des émissions zéro d'ici 2050. Donc, comment remplir ces défis, comment réussir tout cela? Alors, il y a 4 piliers. Le premier pilier consistera à développer davantage de gaz naturel. C'est une bonne transition qui va aider les économies à passer petit à petit vers des énergies plus propres. Le deuxième pilier que nous allons développer, ce sont les énergies renouvelables. On a mis en place 55 gigawatts en tant qu'objectif. On va les dépasser et en 2030, on veut figurer parmi les meilleures sociétés de fourniture d'énergie renouvelable. On va produire quand même du pétrole, on ne va pas arrêter complètement du jour au lendemain, mais on va concentrer nos efforts sur la production de pétrole à bas coût et à peu d'émissions. Et ensuite, on va se développer sur de nouvelles missions au Congo. On va capturer 10 millions de CO2, justement, grâce à ça, pour faire des puits de carbone, pour capter tout ça. Et nous allons participer à des grands projets, également en mer du Nord, pour capturer, pour absorber le CO2 et les mettre dans des réservoirs en haute mer. Ça, c'est la stratégie de Total et on peut dire que les premiers piliers de gaz naturel et des énergies renouvelables sont totalement en adéquation avec la trajectoire tracée par l'Inde, notamment liée à son augmentation de population. Donc, c'est le moment d'investir en Inde et on a décidé de le faire avec des partenaires locaux. On est là depuis de nombreuses années, depuis 1990, et ça ne correspondait pas au départ à la taille du marché, à la taille du pays. Donc, cette fois, on a décidé qu'il fallait adopter une approche différente et on a trouvé des bons partenaires. Un groupe privé, notamment, qui travaille dans l'infrastructure et dans l'énergie, qui est un bon complément pour nous. Nous nous complétons bien, qui a une bonne connaissance du marché indien, des réglementations, des coutumes indiennes, avec un portefeuille important de projets internationaux et nationaux et en matière également d'énergie renouvelable. Et avec cette alliance au groupe, avec Adina, ça nous permet de créer une joint venture, co-entreprise notamment, et nous construisons ainsi un terminal sur la côte est de l'Inde, à Namra, et ensuite nous avons commencé une activité de promotion des énergies. Ensuite, nous avons décidé de travailler ensemble dans la distribution urbaine parce que c'est un acteur de croissance dans les zones urbaines. Ça permet de lancer cela et on veut reconnecter à tous les foyers.
plus de 70% de la population indienne est dans des zones et il faut le gaz naturel partout. Donc, Dani Gas Limited est maintenant notre partenaire et ils ont un agrément pour distribuer le gaz naturel dans de nombreuses zones urbaines, 19 de leur côté et 19 zones géographiques en joint venture avec nous, avec du pétrole. Mais on a voulu commencer grand dès le départ avec les énergies renouvelables. On a fait cette joint venture pour co-gérer notamment des projets avec des panneaux photovoltaïques pour l'énergie solaire. C'était l'année dernière. Et cette année, on a décidé de rentrer dans le capital de Dani Green Energy. C'est certainement le promoteur de panneaux photovoltaïques le plus grand du monde avec 15 gigawatts et a des objectifs extrêmement ambitieux pour l'Inde, pour arriver à 20 gigawatts d'ici quelques années. Et nous pensons pouvoir apporter notre pierre au moulin et nous allons acquérir une participation. En même temps, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'activités en matière de biogaz et nous recherchons des projets. Récemment, nous avons acheté une société de biogaz en France pour Roche. Et une fois que l'acquisition sera formalisée, nous espérons travailler ensemble pour amener cette expertise-là ici. Nous développons également, nous surveillons de près l'évolution de l'hydrogène parce que ce sera un contributeur important. Et l'Inde prend ce secteur très au sérieux. Et nous voulons avoir notre pierre à apporter à cet édifice-là. C'est donc source de grands défis. Et nous voulons les surmonter, mais de manière responsable, avec moins d'émissions. Et avec ces investissements, Total va jouer un rôle important et nous en sommes ravis. Parce que ce sont de grandes opportunités et nous sommes ravis d'investir dans ce pays. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Pour cette présentation, là encore assez complexe et assez complète. Donc, je vais maintenant laisser la parole tout de suite à mon homologue de la IFCCI, Payal S. Kanwar, qui va clore cette session de présentation. Merci, M. Kanwar. Merci beaucoup, Guillaume. Et maybe I'll switch to English. I'd like to thank Merci beaucoup, Guillaume. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé, qui ont écouté. C'est une session fantastique que nous avons eue avec des aperçus fantastiques. Merci à tous nos orateurs. Je voudrais vous remercier officiellement pour avoir participé à la première mission virtuelle co-organisée entre le MEB et l'IFCI. Je pense qu'on a ajouté une autre flèche à notre arc et je suis ravie que ce soit bien déroulé. Et ceux qui le souhaitent, nous pouvons signer des protocoles d'accord pour travailler en de plus étroite collaboration ensemble dans les mois à venir entre l'Inde et Monaco, dans les années à venir. J'espère que nous organiserons un nouveau séminaire en présentiel. Je voudrais remercier tous les orateurs et surtout votre Excellence, M. Jafed Ashraf et M. Patrick Médecin et les partenaires du MEB. Guillaume, je pense que vous avez été le modérateur le plus parfait. Merci à Justine, Fanny, Virginie, Margherita. Merci à l'ensemble de l'équipe. Et je voudrais également remercier l'équipe de IFCI, Shweta Pahuja, qui a travaillé avec Bansi et Anshish ces dernières semaines pour faire en sorte que cet événement soit une réalité. Et ensuite, pour passer à la deuxième partie de cet événement, nous avons organisé 50 réunions en B2B avec de nombreuses sociétés monégasques de différents secteurs, du textile, des services de l'informatique, des télécoms, des énergies renouvelables, des matières premières. Donc, j'espère que ce sera une séance couronnée de succès, fructueuse pour vous tous. Et j'espère vous voir tous en présence, en présentiel bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup, Payal. Vous avez été la cheville ouvrière de ce webinaire. Donc, merci d'avoir été là. Alors, je vais faire un petit rappel. Alors, déjà, merci à l'ensemble de nos intervenants qui ont été vraiment d'une efficacité, je pense, et d'une concision tout à fait intéressante.
Alors, je vais maintenant faire un petit rappel pour ces B2B qui débuteront à 11h45 précise, heure de Monaco, c'est-à-dire maintenant, tout de suite, ce qui est 16h15 à l'heure indienne. Les B2B dureront 20 minutes. Chaque participant devra se rendre dans une salle de réunion virtuelle avec les liens qui leur ont été communiqués à chacun au préalable par nos équipes. La session se termine et les B2B vont commencer. Je vais donc vous remercier pour cette collaboration et merci d'avoir suivi ce webinaire. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et de très fructueux échanges d'affaires. Merci beaucoup.